Alors bonjour à tous, aujourd'hui en fait je voulais revenir sur quelques erreurs que j'ai faites lors de la création de mon blog et c'est vrai que c'était en discutant avec Lingen de Solopreneur, parce qu'en fait on a fait une interview dans le cadre de son sommet de l'entrepreneuriat et donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'il m'avait demandé à l'époque mais si tu avais des erreurs à ne surtout pas commettre lorsque tu t'es lancé, quelles seraient celles que tu voudrais éviter en fait si tu rencontrais un double de toi-même comme dans Retour sur le futur et puis quelqu'un qui disait tiens fais ci fais ça. En fait, c'est vrai que je me suis un petit peu imaginé à me dire qu'est-ce que j'aurais aimé savoir et quelles horreurs je n'aurais jamais commis à l'époque. En fait, avec quasiment 13 ans de recul, j'ai commis quand même des grosses bourdes et à l'époque, si j'avais su ça, comme je lui disais, j'aurais multiplié par 100 mon chiffre d'affaires. Alors, la première chose, en fait, vraiment une grosse erreur que j'ai fait, et à l'époque, en 2006, c'était encore possible, mais maintenant, en 2019, c'est vraiment plus acceptable, c'est qu'en fait, j'avais pas défini de prospect-type. Il y a tout simplement 12 ans de ça, j'avais décidé d'écrire un blog sur le marketing. Et je racontais un petit peu les trucs qui me passaient par la tête, je racontais en fait un petit peu ce que je faisais au boulot et tout ça. Et en fait, c'était vraiment une énorme erreur. Parce que, en fait, si vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? Si vous créez un site, un service, un blog, n'importe quoi, sans penser à votre client type, vous allez produire un contenu, un service, un produit qui va pas vraiment être adapté à une personne. Ça va être pour remplir un besoin dont vous imaginez qu'il est intéressant. Moi, c'était pareil. Je me disais, bah tiens, voilà, ceux qui sont intéressés par conseil marketing sont intéressés par aussi bien de la carte de visite que par de l'e-commerce, que par du contenu, que la génération de leads. Et en fait, on me suis retrouvé rapidement avec un fatras de contenu très divers, et c'est vrai que j'allais de la publicité au marketing direct, à la réalisation de mailing, etc., etc. Et c'est vrai que certes c'était sympa parce que c'était une encyclopédie, mais en fait les gens venaient, ils reprenaient une info et puis ils repartaient. Et ils se disaient jamais, bah Fred, hey, c'est la référence dans ce domaine. Ils disaient, oh oui, mais non, c'est une encyclopédie. Et c'est pareil pour n'importe quel service. Si vous sortez un produit, vous dites, tiens, je vais sortir un produit qui va aider tout le monde, et finalement, vous n'allez jamais séduire personne. Parce que essayer de plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Et là, en fait, depuis que j'ai changé de cap, il y a 4 ans en fait, à peu près 3-4 ans, j'ai défini un prospect type, un client type. Moi je m'intéresse beaucoup au B2B maintenant, puisqu'en fait l'e-commerce a tellement changé, le B2C c'est également différent de ce que je fais moi. Et donc en fait, je me suis vraiment reconcentré là-dessus. Je fais beaucoup moins d'articles sur l'e-commerce, quelquefois parce que j'ai des petits partenariats ou des choses comme ça, mais voilà, je me suis vraiment restreint là-dessus. Je suis en accès CRM, gestion de la relation client, fidélisation, expérience client. Et ça, en fait, ça me permet maintenant d'être vraiment une référence là-dessus auprès des personnes qui disent ouais, j'ai vu que tu es super bon là-dessus, etc., etc. Et j'ai même sorti ma formation LinkedIn et qui a été un vrai carton parce que j'ai acquis cette crédibilité là. Donc c'est vraiment important de se dire qu'il faut vraiment penser à un client type. Ça a vraiment été un tournant dans mon business parce que je suis plus à écrire des articles n'importe comment, mais pour penser aux personnes qui lisent le blog pour ensuite leur proposer d'autres choses. Et en plus, ça m'a permis de développer mon relationnel puisqu'en fait j'ai pu plus me mettre en avant. Ça aussi c'est une chose d'ailleurs que j'ai pas cité dans mon article, c'est que tout simplement euh, par rapport à il y a 12 ans, 13 ans de ça, et ben en fait maintenant je me mets en avant, je dis je mets de l'émotion. Alors qu'avant c'était, je disais nous, je disais conseil marketing, maintenant je mets ma photo. Mettre comme ça du relationnel fait en sorte que j'ai beaucoup humanisé le blog et que les gens sont plus proches de moi, m'ajoutent comme contact, quand je parle de ma vie perso et tout ça, finalement ça crée du lien, ça crée de la confiance et ça permet tout de suite d'avoir une meilleure efficacité à la fois commerciale mais également une plus grande honnêteté. Honnêteté quand je discute avec vous, que vous écoutez des trucs comme ça, j'aime bien parler de ce que je pense, que je vis, et c'est vrai que c'est mieux que des discours un petit peu aseptisés, où on n'ose jamais vraiment dire pourquoi on aime ceci, pourquoi on n'aime pas cela, etc., etc. Donc moi j'ai vraiment changé là-dessus. Et vous pourrez voir, par exemple, il n'y a pas longtemps, là, j'ai écrit un article avec ma sélection je crois que c'est 11-12 solutions d'emailing que je recommande. Et c'est vrai que j'ai vraiment mis au départ celle que j'aime. Pourquoi c'est pas adapté, en toute honnêteté, en toute transparence. Et là, en fait, il y a 2 jours, j'ai reçu un email d'une des marques que j'ai citées, qui est dans le top 11, mais vraiment dans le bas. Il m'a dit, ouais, comment on peut faire pour apparaître en premier bon, s'il faut, on peut payer. Mais je dis, mais non, je donne mon avis. J'ai testé votre solution, elle est certes sympa, mais je vais pas la mettre en premier, quoi.
Je la recommande pas, je recommande d'autres choses. Et donc voilà, c'est cette honnêteté-là qui est vraiment importante et qui permet en fait d'avoir la confiance. La deuxième chose, en fait ça c'était vraiment une erreur classique et c'est une erreur que l'on retrouve souvent, vraiment très souvent, dans le domaine du blogging quand les gens en fait débutent et ne connaissent pas trop le métier, c'est qu'en fait ils n'ont pas un outil pour créer des prospects. Je l'avais vu encore il y a très longtemps avec une personne en fait qui est dans le domaine de l'art et qui m'a demandé un petit peu de coaching. Et en fait, tout simplement, je suis allé sur son site et j'ai vu quoi, mais il n'y a que l'inscription à la newsletter. Mais est-ce que tu crois que les gens vont te laisser leur email, leurs coordonnées, parce qu'ils vont recevoir une newsletter, ils vont recevoir des infos tous les mois sur des sujets dont ils ne savent même pas ce que c'est, à quoi ça va leur servir, et des sujets où il y a bien sûr 80% qui est hors sujet. Et donc tout simplement, bam, je lui ai dit, mais non, commence déjà par faire un e-book gratuit. Et en fait, comme ça, tu vas pouvoir tout de suite commencer à créer ta liste prospect et au fur et à mesure, tu vas pouvoir en vivre. Parce que moi, je le vois, 90% de mes ventes viennent de mes abonnés de chatbot, email ou notification via le navigateur. C'est certainement pas un article de blog qui va me faire beaucoup de ventes parce qu'en fait un article de blog ça fait 500, 1000, 1500 vues mais ça fait pas par exemple 50 000 vues que lorsque je fais un emailing sur toute ma base. Donc en fait c'est vraiment là-dessus que l'on réussit à faire du business. Et à l'époque en fait vraiment j'y ai pas pensé, c'est Olivier Jasinski du blog Euclid qui m'a vraiment tanné, hein, vraiment Olivier m'a dit au moins allez, 5-6 fois avant que je le fasse, il m'a dit allez créer un article, plutôt un e-book, etc., etc. Il m'a dit tiens, ton article 103 conseils pour réussir sur internet. T'as juste à le copier-coller dans Word et tu fais un e-book et tu verras, c'est fait. Puis je dis non, 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 et puis finalement je l'ai fait et ça a été mon premier e-book et ça a été mes premières listes. Et ce bouquin-là, il faudrait que je regarde les listes, mais il a été téléchargé à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Donc en fait, c'est vraiment un bouquin qui était un succès et qui a permis d'avoir le décollage en fait de mon business. Pareil, si vous ne vendez pas des blogs, des e-books et des choses comme ça, et ben en fait, ça peut être quand même intéressant pour vous de retenir cette idée-là, puisque par exemple, si vous n'avez pas encore votre produit ou votre service de prêt, c'est pas grave. Créer un blog justement ou créer une page coming soon hein, et récupérer les coordonnées des gens. C'est des gens que vous avez récupérés maintenant, et en fait c'est des gens à qui vous allez pouvoir envoyer votre promotion. Il y a trop de gens que je connaisse qui me disent non mais pour l'instant moi je vais pas capturer les coordonnées des prospects, mon produit est pas sorti, mon service est pas sorti. Je me dis mais t'es malade, commence déjà à avoir ta première liste parce que le jour où tu vas lancer ton produit, faut que déjà que tu le testes au marché, tu aies ta première base, etc. Voilà. Le conseil numéro 3, en fait, c'est un conseil qui m'est arrivé assez tard. Et c'est surtout en fait à la lecture du livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss où ça m'a ouvert les yeux. En fait, ce bouquin-là, je l'avais dû le lire, je sais plus, en 2010 ou quelque chose comme ça. Je crois que le bouquin est sorti en 2008. J'avais lu un petit peu en transversal à l'époque. Et c'est vrai que à l'époque, j'étais product manager dans une grande multinationale. J'étais débordé. Je travaillais au minimum 10 heures par jour, voire plutôt 12. Et donc en fait ça m'était passé un petit peu au-dessus de la tête parce que j'étais pas du tout dans l'optique Tim Ferriss, productivité, etc. Et quand j'ai relu, ça doit être en 2015 ou 2016, ça doit être en 2016 je crois, c'est là en fait que j'ai vraiment compris le truc. Alors il faut faire attention avec La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, hein. C'est un très bon ouvrage qui vous explique à vous focuser sur un certain nombre de choses, à apprendre à déléguer, à se différencier, à tester un marché, un petit peu faire du growth hacking avant l'heure, hein, avant que ça soit un nom qui soit tombé dans la banalité. Mais donc le bouquin de Tim Ferriss m'a dit mais putain ouais, je dois sous-traiter. Et en fait ça m'a vraiment ouvert les yeux et j'ai en fait pris mon assistante qui est à Madagascar, hein, qui s'appelle Sabrina. C'est pour ça que de temps en temps les gens qui sont inscrits sur mon blog reçoivent des emails de Sabrina et si vous discutez sur le chat, vous discutez en fait avec le chat avec Sabrina. Et donc en fait Sabrina m'a aidé à faire des tâches en fait que je faisais moi-même. Pourtant c'est des trucs que je me disais je vais le faire en 5 minutes. Alors ça me prend que 5 minutes, allez ça me prendra une demi-heure, allez je vais le faire. Et maintenant en fait j'hésite pas à faire appel à elle et ça me permet de me gagner du temps et de me concentrer sur les choses qui ont vraiment de la valeur ajoutée. Et la deuxième chose c'est qu'en faisant appel comme ça à une assistante, qu'est-ce que j'ai fait? Et tout simplement j'ai développé des nouvelles techniques, des choses que je n'aurais jamais pu faire seul parce qu'en fait ça aurait pris trop de temps et des fois je me dis tiens j'aimerais bien faire ci faire ça, je vais demander à Sabrina de le faire et hop elle le fait pour moi. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc bien sûr vous pouvez prendre une assistante française, c'est beaucoup plus efficace qu'une assistante virtuelle, hein. Malgré toute sa bonne volonté et toute sa rigueur.
Force est de constater, puisque je suis passé comme par pas mal d'assistantes avant de trouver la bonne, hein, je suis passé au moins par 3 assistantes, si je me souviens bien, 3 assistantes. Et en fait, j'ai vraiment galéré parce que il faut trouver des gens qui soient à la fois qui comprennent le métier, qui comprennent le business et qui surtout ne font pas que de l'exécution. Et même en faisant ça, comme je le disais, les tâches que je fais moi, parce que j'ai de l'expertise, j'ai de la connaissance, grosso modo, je les fais au moins 3 fois plus vite que mon assistante. Mais même en faisant ça 3 fois plus lentement, et ben tout simplement, ça me fait quand même gagner du temps parce que je peux pas démultiplier mon temps. Mes journées ne font que 24 heures. Donc n'hésitez pas, vous aussi, hein, de faire appel comme ça à un sous-traitant, à un prestataire, etc. Parce que chaque fois on se dit ouais non mais je peux le faire moi-même, finalement c'est du temps qui est perdu pour rien. Alors lié à cela, je dirais que c'est un truc que j'ai appris il y a à peu près 3 ans de ça, c'est d'investir. Vraiment ça c'est quelque chose qui était vraiment important parce qu'à l'époque moi je disais mais non mais je vais le faire avec du gratuit, puis je vais faire une solution low cost et puis je vais utiliser Zapier, je vais utiliser ceci, je vais utiliser cela et je me disais ouais non mais cette solution est trop chère. Et en fait finalement j'ai appris à investir pas mal dans des solutions, des outils et ça il n'y a pas très longtemps j'ai discuté avec un blogueur hein, qui a tout un réseau de sites, de plusieurs centaines de sites et quand je lui dis ben voilà je paye à peu près 500 € tous les mois d'Aweber et de GetResponse. Je paye en fait des logiciels aussi d'automatisation, je paye ceci, je paye cela. Je dis waouh, mais tu dépenses vraiment beaucoup d'argent. Mais je dis mais attends, j'ai pas beaucoup de temps et donc il faut que je conserve ce temps pour automatiser un maximum de trucs. Et donc j'hésite pas à investir 20 € par mois pour faire un truc qui va m'économiser 2 heures dans le mois quoi. Par exemple au début aussi je tenais moi-même ma compta. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais mon logiciel de compta, je faisais mes factures, je tenais ma compta, je faisais ma déclaration de TVA et tout ça. Et finalement, ça me prenait quasiment 1 heure ou deux. Voilà, je pense que c'était facilement 2 heures par semaine parce que je faisais moi-même ma facturation. Et puis je suis passé à Cuneo, qui est une solution de facturation et de paiement. Et là, waouh, toutes mes factures étaient automatiquement réalisées, les avoirs je les faisais en un clic, et je sais pas si vous imaginez, à l'époque j'avais des petits produits à 7 €, donc ça m'est arrivé de faire des factures pour des produits à 7 €. Je sais pas si vous imaginez la perte de valeur ajoutée, et même si j'avais pris un petit peu d'habitude, je faisais du dupliqué et tout ça, ça me prenait un temps qui n'était pas nécessaire. Et là en plus avec des outils comme Cuneo, qu'est-ce que je fais? Et en fait je fais des offres bump. Qu'est-ce que c'est le bump? C'est en fait quand vous êtes par exemple sur la SNCF, c'est vous achetez votre billet et puis il vous dit hey, pour 3 € de plus tu peux prendre l'assurance machin. Et ça je fais les offres bump et pour ma dernière formation vidéo où j'ai bien trouvé la bonne offre bump, je pense que je fais plus de 30% de produits supplémentaires grâce à l'offre bump. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a développé mon chiffre d'affaires en ayant pris juste le temps de prendre la bonne solution et en ayant choisi la bonne offre complémentaire et bam ça a cartonné. Et donc là c'est un truc qui était vraiment très simple et finalement c'était hyper efficace. Donc voilà. Alors autrement, un autre point également, ça c'est le cinquième, c'est que pendant longtemps en fait, je faisais beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que j'étais super débordé et que je faisais énormément de choses. Et c'est vrai que j'avais une activité énorme. Et là en fait, j'ai eu un choc en 2017 quand un de mes amis, qui est en fait coach commercial, m'a dit, tu sais Fred, tu fais vraiment plein de trucs, parce qu'on avait discuté, on était en train de déjeuner ensemble, et tu fais énormément de choses, mais j'ai l'impression que tu t'éparpilles et que tu gesticules dans tous les sens. Je dis, mais attends, qu'est-ce que tu me dis là? Je suis sur internet, non, je m'éparpille pas, je gesticule pas dans tous les sens. C'est mon business et je travaille pour avoir de la notoriété, de la visibilité et tout ça. Il m'a dit, attends, fais un truc simple. Prends un petit compteur là, hein, tu prends un Google Sheets hein, ou tu prends Excel et tu vas voir combien de temps tu travailles dans tes 2 heures que tu fais le soir sur comment tu vas développer ton business. Et il me dit attention, développer ton business, ça veut pas dire aller liker des posts sur LinkedIn, ça veut pas dire écrire un article de blog, hein, parce qu'un article de blog, je vous le dirai juste après, c'est pas un truc qui va générer du business. Un truc qui va générer du business, c'est par exemple l'emailing, c'est travailler sur un produit, c'est par exemple faire une promo, c'est par exemple travailler sur une page de vente, enfin bref, travailler sur quelque chose qui va vraiment rapporter de l'argent à court ou moyen terme.
Et en fait, j'ai pris mon petit truc, je me dis, bon, allez hop, je vais regarder. J'ai fait ça pendant une semaine, et je me suis rendu compte en fait que le temps que je consacrais véritablement à générer du business, c'était 25% de mon temps. Et là, j'ai dit, oh putain, ça m'a fait un choc. Parce qu'en fait, je passais beaucoup de temps à écrire des articles de blog, parce que moi, je me disais, bah, de toute façon, chaque semaine, je dois écrire un article de blog, et puis moi, un bon article de blog, c'est entre 2 et 4 heures, et donc je fais un truc vraiment nickel, et donc en fait, ben, vous imaginez que quand on fait un article de 4 heures, et ben finalement, ben, ça prend énormément de temps, et qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour faire autre chose. Et donc je bâclais tout ce qui était, par exemple, mes produits payants. Mes produits payants, ben, je disais bon allez hop je vais mettre ça, je faisais pas un truc hyper qualitatif. Comme me disait Raphaël, il me disait aussi mais fais attention, hein, n'oublie pas que les personnes à qui tu vends un produit, leur temps est précieux. Et donc en fait depuis quelques temps maintenant, j'essaye de condenser plus mes formations, faire un petit peu moins de blabla, même si j'aime bien un peu raconter ma vie là comme vous le voyez, et ben en fait j'essaie de condenser un petit peu les trucs. Parce qu'il faut que je respecte aussi le temps des gens, parce que certes ils payent de l'argent, et moi je me dis bah ils payent pas très cher mes formations, donc bah, ils peuvent quand même se permettre d'avoir un contenu qui est peut-être pas hyper condensé comme on le voit dans certaines formations où c'est vraiment ultra découpé et c'est vraiment scénarisé avec des quiz, des tests et tout ça. Il me disait bah non, tu payes moins cher donc tu acceptes d'avoir un petit peu moins de qualité, de suivi, etc. Et donc là c'est quelque chose que j'ai commencé à remettre en question cette année uniquement. Par exemple dans ma dernière formation LinkedIn, hein, le début de la formation j'ai commencé à prendre un petit peu mes travers avec des sessions qui duraient 45 minutes, 1 heure de formation et à la fin je dis allez Fred, faut que tu réduises un petit peu et tac en fait j'ai réduit vraiment fortement les sessions. Voilà. Le sixième point, c'est en fait l'article de blog. Comme je vous le disais, il y a 10 ans de ça, vous m'aurez connu. C'était avant que j'ai des mômes et tout ça. Et ben en fait, tous les dimanches après-midi, ben je consacrais le dimanche après-midi à écrire des articles de blog. C'est-à-dire que je préparais les articles de blog de la semaine pour mon blog principal Conseil Marketing. J'avais aussi Entreprise Marketing qui était de la veille concurrentielle. J'avais Devenir plus efficace qui était mon blog sur l'efficacité personnelle, etc., etc. Et donc chaque semaine, chaque dimanche, et bien tout simplement j'écrivais un article ou deux pour devenir plus efficace, j'écrivais un truc sur entreprise marketing, puis je faisais 2, 3, 4 articles, je suis même à un moment donné à passer à un article par jour sur conseil marketing. Et j'étais tellement obsédé par ça que je faisais des articles un peu pourraves, c'est-à-dire que je faisais de la pub du jour. C'est-à-dire que je mettais juste une vidéo ou juste une image et je disais bah voilà la pub du jour et un titre et puis basta. Parce que je me disais bah, de toute façon plus j'aurai d'articles plus j'aurai de trafic. Alors certes c'était vrai, le problème c'est qu'en fait maintenant ça marche plus. Même à l'époque d'ailleurs ça commençait à pas trop marcher pour plusieurs raisons. Alors, la première c'est que les gens en fait me disaient non mais ton blog était sympa avant mais là la pub du jour j'apprends plus rien. Pour moi t'étais vraiment une référence, t'étais entre guillemets une encyclopédie, quand je cherchais un truc je tapais sur le blog et là je vois la pub du jour, ça me donne pas envie de m'abonner à la newsletter, de voir ceci cela. Donc en fait il y avait des trucs qui étaient moins qualitatifs déjà. Deuxième chose, en fait, à écrire des articles de 500 mots, parce que à un moment donné, je m'étais mis à écrire des articles de 500 mots, finalement, je me suis rendu compte que ça donnait plus grand chose, parce que dans ma thématique qu'est le marketing, écrire 500 mots, ça suffit plus à être visible. Donc je suis vraiment reconcentré, et maintenant, la plupart de mes articles font 2500 mots minimum. Donc voilà, c'est certes pas que de la qualité, parce qu'en fait certes il faut faire de la qualité, parce que ça marche bien, parce qu'on a des liens, on a un taux de lecture important, il faut aussi également faire du volume, mais la qualité est quand même importante pour ces articles piliers. Généralement moi je raisonne de la manière suivante, j'ai un article pilier et j'ai des petits articles derrière qui vont me permettre de le remonter. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui était vraiment essayer de réfléchir un petit peu au contenu, voilà, et aux mots-clés, etc. Et là c'est l'autre point. Il y a un truc que je me disais aussi, je vais créer un article de blog. Et puis j'écrivais des articles de blog, comme je disais, ce qui me passait par la tête, un sujet d'actualité, un truc qui s'était passé au boulot et tout ça. Et en fait, voilà, j'ai créé mon article, mais en fait, je pensais pas à l'appel à l'action derrière. Il n'y a pas longtemps, en fait, j'ai fait une interview d'une personne que j'aime bien, que je connais, et qui m'a dit, allez, est-ce que tu peux me faire un petit article, j'aimerais bien parler de ma nouvelle boîte que je viens de créer, et puis donc, si tu veux, je te donnerai des conseils pour faire ça, sur là-dessus. Donc, des conseils dans l'article. C'est vrai que c'était un article qui était intéressant, et puis bon, j'ai envoyé des questions, il a répondu. Moi après j'ai retravaillé l'article pour que ça soit vraiment intéressant. Et je me suis rendu compte à la fin en disant putain merde,
mais qu'est-ce que je vais mettre en avant? Quel va être le produit que je vais mettre en avant? Comment je vais pouvoir inciter les gens à s'inscrire à la newsletter, etc., etc. Et puis je me suis rendu compte en fait que cet article-là était devenu complètement en dehors de mathématiques, puisque je m'étais recentré, comme je vous le disais, sur le marketing B2B. Et j'étais en train d'écrire un article sur le développement personnel, le fait de vivre de sa passion. J'ai dit, oh putain, merde, t'es encore devenu dans un de tes travers. Alors donc ça m'a pas trop embêté parce que c'était pour aider quelqu'un qui se lançait, que je connaissais bien, qui est un bon partenaire, etc. Mais bon, après je me dis, merde Fred, t'as passé du temps là-dessus alors que tu aurais pu travailler sur ton produit, sur des formations, de l'emailing ou des bons mots-clés à mettre sur ton site, quoi. Donc je l'ai fait, mais j'essaye de le faire de moins en moins. Par ailleurs, il y a aussi pas mal de gens qui me proposaient aussi des articles en guest posting, en article invité. Et souvent il y a des gens qui me disaient, est-ce que j'aimerais bien écrire un article pour toi, j'aimerais bien un article pour toi. Maintenant j'ai appris à dire non, non, désolé, là c'est ce qui est vrai. J'ai au moins, allez, de mon côté, j'ai au moins 40 articles qui sont en souffrance parce que c'est des transcriptions de vidéos, c'est des web séminaires, etc. Donc quasiment 40 articles en souffrance avec des bons mots-clés, avec des bonnes thématiques. Et parfois, en fait, à force d'avoir des gens qui insistaient, je leur disais ok, d'accord, parce qu'ils me promettaient d'avoir un super article, etc. Mais finalement, j'y passais beaucoup de temps à relire, à mettre en forme, à ajouter du contenu souvent, et finalement c'était pas rentable pour moi parce que non seulement je donnais entre guillemets de la visibilité à d'autres personnes qu'à moi qui présentaient leurs produits et services, en plus c'était pas souvent des trucs dans mathématiques à moi, donc là toi c'est des trucs qui étaient que j'ai essayé d'arrêter. Voilà. Pareil dans les contenus, hein, tu vois, j'essaie de travailler également sur le maillage interne, sur le choix du titre, sur la sélection de mots-clés. Et puis en fait, plus juste dire, allez hop, j'écris l'article et puis basta. Par exemple, j'utilise beaucoup Infinite Suggest hein, et puis Answer the Public, qui sont deux services qui sont très bien, qui permettent de trouver des idées de mots-clés complémentaires, soit pour justement les mots-clés, les tags en fait de votre article, soit tout simplement pour estimer après avec SEMrush quel est le véritable volume du mot-clé ou de l'expression la plus tapée pour choisir celle qui est la plus intéressante. Voilà, donc Infinite Suggest ou Answer the Public plus SEMrush, c'est deux outils qui sont vachement sympas. Voilà. Donc voilà, donc c'était un petit peu ce que je voulais vous dire ce soir, parce qu'en fait là il est minuit et demi, puis je vais pas tarder à aller me coucher. Et donc si vous voulez avoir plus de conseils, moi je peux vous inviter tout simplement à aller faire un petit tour au sommet virtuel des solopreneurs. Comme je le disais, j'ai répondu avec grand plaisir à une invitation de Lingen qui en fait anime le blog Solopreneur et qui a lancé en fait la conférence, le sommet virtuel Solopreneur, où il y a quasiment 20 personnes comme moi qui vont donner leurs meilleurs conseils pour créer son entreprise, lancer un business, etc. etc. Donc en fait c'est le 21, du 21 au 26 janvier, donc c'est 20 personnes, donc il y a des web marketeurs, des gens qui sont dans le développement personnel, etc. etc. Qui vont faire des conférences gratuites hein, de 12h à 12h, 18h et 20h. Donc vous pouvez y assister en direct, il suffit de vous inscrire et vous aurez la possibilité d'avoir donc les conseils de Lingen et de plein d'autres personnes qui sont vraiment très douées, comme par exemple Morgane Février, Antoine Pétavin et tout ça. Donc ils vont vous donner des petits conseils, des petites astuces pour vous lancer. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est très simple, vous allez sur svs2019.fr, donc le sommet virtuel des solopreneurs 2019.fr, donc svs2019.fr. Voilà. Donc c'est des petits coups de pub pour Lingen qui vous donner également de très bons conseils. Voilà. Et si vous n'êtes pas disponible aux horaires, hein, comme je disais que c'était midi 18h je crois, midi je veux dire midi 18h 20h, c'est pas grave, inscrivez-vous et puis vous pourrez voir les replays. Mais attention, les replays ne sont valables que 48 heures. Donc il faudra quand même aller les regarder rapidos. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette petite enregistrement vous aura bien plu. Je voulais vous faire un petit retour, un petit flashback sur ce que j'aurais fait si je m'étais rencontré il y a 12 ans pour en fait lancer mon business. Et là je peux vous assurer que si j'avais suivi ces conseils là et mon blog vaudrait au moins 100 fois plus de ce qu'il vaut maintenant. Voilà. Allez, à plus, bye bye, bonne journée.